Alors, nous allons parler du palais minoen de Knossos, en Crète. J'ai choisi comme titre Le labyrinthe de Knossos. Bon, vous savez sans doute que euh, le nom de ce palais pose d'emblée un problème d'orthographe. Voilà comment on l'écrit en grec, ancien ou moderne. Voilà comment on peut le transcrire en alphabet latin, donc le kappa grec se transcrivant par un K généralement. Mais tout ce qui concerne la Grèce antique a parfois fait l'objet de mesures un petit peu exceptionnelles. Donc, il est très courant de trouver une transcription, c'est même la transcription la plus courante, où le kappa grec est transcrit par un C, donc Knossos avec un C. Et chose surprenante, le sigma, qui devrait être transcrit normalement par un S, est toujours transcrit par deux S, Knossos. Et où se situe Knossos? Donc, c'est une localité qui se trouve en Crète, donc en Méditerranée orientale, et dans le centre de la Crète, à proximité de ce qui est aujourd'hui, on pourrait dire, la capitale de la Crète, la ville d'Héraklion. On est à quelques kilomètres de la ville d'Héraklion. Alors, comme on va le voir, Knossos est un lieu qui avait une réputation très importante dans l'Antiquité très ancienne, au deuxième millénaire, l'Antiquité minoenne, mais dans l'Antiquité moins ancienne, l'Antiquité grecque classique, hellénistique, romaine, donc au premier millénaire. Ce lieu a été à l'origine d'un certain nombre de légendes, un certain nombre de mythes, notamment le mythe du labyrinthe dont nous allons parler. Nous allons visiter le palais et étudier le mythe du labyrinthe. Mais le nom de Knossos, si il était très connu de l'Antiquité, avait cessé d'être utilisé dans ce qui est pour nous, disons pour simplifier, le Moyen-Âge. Les bâtiments étaient tombés en ruine, la ville était tombée en ruine et le nom s'était perdu. Et ce n'est qu'à partir du 19e siècle que les archéologues ont commencé à rechercher le site de Knossos, à émettre des hypothèses sur le lieu où il fallait fouiller. Quelques sondages ont été réalisés dans les années 1870 et c'est surtout à l'extrême fin des années 1890 que les fouilles ont commencé véritablement. Pendant longtemps, ces fouilles ont été ralenties en raison du statut particulier de la Crète à la fin du 19e siècle. C'est une dépendance de l'Empire ottoman depuis le XVIIe siècle. C'est une dépendance de l'Empire ottoman qui n'a pas rallié le mouvement d'indépendance de la Grèce dans les années 1820. Elle est restée ottomane jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, cette île devient autonome en 1897 et finit par être rattachée à la Grèce en 1913. Donc, ce qui avait ralenti les fouilles devient au contraire une condition favorable. Du temps de la domination ottomane, de la domination turque, les autorités turques se méfiaient beaucoup des archéologues, en particulier des archéologues étrangers venant fouiller en Crète, qu'ils avaient un petit peu de mal à distinguer d'espions, archéologues, espions, à partir du moment où il s'agissait d'étrangers. Quant aux élites crétoises, sous domination ottomane, elles se méfiaient des archéologues aussi, craignant que d'éventuelles découvertes importantes ne donnent lieu à une exportation des objets. Ce qu'on pouvait admettre autrefois, eh bien, à la fin du XIXe siècle, on ne l'admet plus. Aussi, lorsque la Crète devient autonome, puis est intégrée dans la Grèce, alors les fouilles vont pouvoir commencer sous le patronage avec les autorisations officielles crétoises puis grecques, et les archéologues étrangers seront les bienvenus s'ils veulent venir fouiller, à condition donc d'en passer par les directives grecques et crétoises. C'est pourquoi l'archéologue anglais Arthur Evans obtient des permis de fouille et commence à fouiller en 1901. Il fait appel à des fonds privés pour faciliter ses travaux. Et le travail est mené tambour battant. En l'espace de 18 mois, il y a une excavation complète du site de Knossos et une réapparition, une sorte de résurrection, on pourrait dire, du palais minoen de Knossos, que Arthur Evans va fouiller complètement et qu'il va aussi s'efforcer de conserver. Le problème des fouilles archéologiques, c'est que on parle parfois de fouilles destructives, hein, c'est-à-dire que ce que l'on met au jour, eh bien, on risque de ne pas pouvoir le conserver facilement, étant donné qu'on l'expose aux intempéries. Donc, comment conserver ces trouvailles? C'est une question que s'est posée Arthur Evans et à laquelle il a apporté une réponse, on va voir, assez originale et assez spectaculaire.
Alors, je vous propose donc, dans un premier temps, de visiter le palais et puis ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, de réfléchir à ce que peut bien être le mythe du labyrinthe. Alors, le palais de Knossos, donc, voilà une vue aérienne de ce palais, des ruines de ce palais. Vue aérienne qui, paraît évidemment qui, peut donner l'impression que l'ensemble est assez complexe. On voit beaucoup de fondations, de bâtiments, beaucoup de salles, en réalité, la structure, du palais n'est pas très, très difficile à comprendre. Il y a ici une vaste esplanade, on parle de cour centrale, une vaste esplanade qui mesure une cinquantaine de mètres de long et qui est grossièrement orientée, nord-sud. Vous avez, à l'ouest, une autre esplanade assez vaste aussi, qui se situe devant le palais, à l'extérieur si on veut, mais devant le palais. Donc une esplanade extérieure, une esplanade intérieure, les bâtiments disposés autour de l'esplanade intérieure. Voilà quelle est la structure du palais de Knossos et quelle est aussi la structure du palais, enfin des autres palais minoens qui peuvent, exister, en Crète, parce qu'il y en a évidemment, plusieurs. Alors, cela peut paraître assez compliqué et donc cette vue, à ras du sol en quelque sorte, nous montre, les, racines des murs de ce palais, cela permet d'avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemble, le palais. Notons que la partie antique, la partie fouillée, mise à jour par, Evans, c'est la racine du mur. Ici, toute cette zone a été, rajoutée en quelque sorte au début du XXe siècle par Evans pour suggérer l'idée du volume des bâtiments. Alors, ce que l'on fait de la sorte, on peut le faire aussi plus facilement par le dessin. Voilà, par exemple, une vue d'artiste qui montre ce à quoi pouvait ressembler le bâtiment qu'on appelle Palais de Knossos. Donc, vous voyez différents bâtiments, en fait, organisés autour de l'esplanade centrale, des bâtiments de hauteurs différentes. À certains endroits, il y a jusqu'à 5 niveaux superposés. Et donc, un édifice assez considérable qui s'étend sur 1,5 hectare environ et qui est évidemment tout à fait impressionnant. Alors, cela nous amène à jeter un œil au plan donc, de ce palais. Vous voyez l'orientation presque méridienne, presque nord-sud de la cour, centrale. Alors, si vous avez visité le palais de Knossos, vous êtes arrivé par l'ouest, par la façade ouest. Nous allons procéder, pour cette visite, virtuelle un peu de cette façon. Donc on va observer tout d'abord les zones, donc situées au sud-ouest. Je parlerai ensuite de l'aile, ouest, de l'aile, est et puis de la partie nord, nord-ouest, par laquelle nous terminerons la visite du palais. Alors, pour ce qui concerne donc l'ensemble ouest et sud-ouest, l'une des premières, euh, l'un des premiers lieux intéressants, c'est ce que l'on appelle sur place les magasins ouest. Ces magasins ouest, ce sont ces structures, vous voyez, qui sont rectangulaires. On voit ici sur le plan ce à quoi elles peuvent ressembler. Et ces magasins sont, à certains endroits, remplis de jarres de très grande taille, des jarres qui ont à peu près la taille d'un être humain. Et des jarres de ce type, il y en a dans les magasins de l'ouest ici, et il y en a aussi dans les magasins de l'est. Il y en a des centaines de jarres qui contenaient, on ne sait pas quoi, parce qu'elles sont vides, mais qui pouvaient certainement offrir une capacité de stockage très considérable. Donc dans ce palais, chose étrange, il y a surtout des magasins permettant de stocker des produits alimentaires ou autre chose, enfin stocker en tout cas, une capacité de stockage très, très, très considérable. Deuxième élément intéressant dans la partie ouest du palais, sud-ouest du palais, c'est ce que Evans a appelé le couloir des processions, parce qu'il a trouvé des vestiges de fresques qu'il a fixés. Tout ce que l'on voit sur place à Knossos, ce sont des copies de fresques, les originaux sont au musée d'Héraklion. Enfin, des fresques qui ont été fixées sur un mur que Evans a construit et qui permettent de restituer, de donner une idée du volume, une idée de l'ampleur du couloir donc, que Evans a cru repérer dans la partie sud du palais. Couloir des processions, donc, du nom de la fresque qui était supposée décorer les murs. Un deuxième couloir, celui-là porte le nom de couloir du prince Aulis, du nom de la fresque qui a été posée sur un mur construit à cet effet, le prince Aulis qui est devenu l'un des
emblèmes, on pourrait dire, de la Crète aujourd'hui. Donc, des magasins à l'ouest, des couloirs dans la partie sud, mais à l'ouest également, ou dans le sud aussi, des escaliers. Il y a plusieurs niveaux dans le palais, donc il y a des escaliers évidemment pour desservir ces différents niveaux. Des escaliers qui ont été restitués par Arthur Evans de la sorte. Des escaliers qui ne mènent nulle part aujourd'hui, mais enfin qui pouvaient mener autrefois dans des étages disparus. Alors, nous allons visiter toute cette partie ici des magasins et là, les couloirs et les escaliers de la partie sud-ouest du palais. Si nous passons maintenant à l'examen de l'aile ouest, qui est ici, Evans a repéré et a nommé les salles qu'il a mises au jour. Il les a appelées dans l'ensemble salles de cérémonie et parmi ces salles de cérémonie, l'une est tout particulièrement importante, c'est ce que Evans a appelé la salle du trône. Donc les salles de cérémonie qui sont dans l'aile ouest et l'une de ces salles, il l'a appelée la salle du trône parce qu'il a repéré dans la salle les vestiges d'un siège apparemment en albâtre qu'il a pensé pouvoir nommer trône, donc, la salle dans laquelle se trouve le trône est donc la salle du trône de ce fait, salle qui se présente de cette façon. Donc, voilà à quoi ressemble la moitié ouest du palais de Knossos. Si on traverse la cour centrale pour aller visiter la moitié est du palais de Knossos, on y trouve là aussi tout un enchevêtrement de salles de taille plus ou moins grande, en fait relativement petites de l'ensemble, des salles que l'archéologue a appelées les appartements royaux. Il a donné des noms précis à ces différentes salles qui sont installées donc dans l'aile est du palais, dont on a reconstitué ici la façade. Il faut s'imaginer que le mur pouvait ressembler à cela et que Arthur Evans a reconstruit un mur pour donner une idée du volume. Et donc, ces salles sont accessibles par des escaliers qui permettent de monter dans des étages disparus ou des escaliers qui permettent d'atteindre les étages dans les niveaux inférieurs, comme c'est le cas ici. Alors, ces salles, ces appartements royaux, les archéologues les ont appelés appartements de la reine et appartements du roi. Voilà un aspect de l'appartement ou du mégaron. Le mot mégaron a un sens précis en grec ancien, j'y reviendrai tout à l'heure. Il désigne justement l'appartement royal. Donc le mégaron de la reine, décoré de fresques, et le mégaron du roi, qui est décoré de fresques aussi, mais moins spectaculaire, moins bien conservé également. Ces appartements royaux, aujourd'hui, dans le site de Knossos, on ne peut plus les visiter parce que les reconstructions d'Arthur Evans, qui ont un peu plus d'un siècle maintenant, eh bien, doivent être restaurées elles aussi, et certaines parties du palais ne sont plus accessibles pour le moment. Voilà, donc la moitié ouest du palais, la moitié est du palais. Il nous reste à partir visiter donc la sortie du palais, si on peut dire, les quartiers nord-ouest, c'est-à-dire le bastion nord-ouest qui est là, et ce que l'on appelle sur place le théâtre. Alors le bastion nord-ouest, donc, il est orienté vers le nord-ouest, donc il est assez mal éclairé en réalité, et voilà donc la conception qu'en a Arthur Evans. Il y a un mur, donc on construit un mur, il y a des bases de colonnes, donc on établit des colonnes, il y avait certainement un étage, donc on établit un plancher supérieur, et, donc une fresque peut-être pouvait orner le mur. Et à l'extérieur du palais, on trouve cette zone composée de gradins qui est appelée par les archéologues un théâtre. Et donc, un théâtre particulier, évidemment, puisqu'il n'a pas de forme demi-hémisphérique, mais un théâtre avec des gradins sur lesquels on peut s'asseoir et un espace central sur lequel peuvent se dérouler des cérémonies dont on ignore tout, bien sûr. Alors voilà donc sommairement présenté ce à quoi ressemble le palais de Knossos tel que les archéologues anglais l'ont fouillé au début du XXe siècle et tel qu'ils l'ont préparé et aménagé pour la visite donc des personnes intéressées à partir des années, disons à partir de 1930. C'est à peu près à ce moment-là que l'on a commencé à organiser le site. Alors, ce site est très ancien. Il a été nécessaire
d'esquisser une chronologie pour pouvoir comprendre le développement du site. Le palais de Knossos a été fondé au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et il a duré un certain nombre de siècles. Donc, il y a toute une évolution de l'occupation du palais qui peut être retracée au fil du temps. Et cela a amené donc les archéologues à forger, à concevoir une chronologie et à nommer les différentes périodes. Alors voilà ce à quoi ressemble la chronologie. Elle est assez complexe. Arthur Evans a distingué des niveaux très différents les uns des autres, minoen ancien, minoen moyen, minoen récent, subdivisés en sous-niveaux plus ou moins précis. Mais disons que si on simplifie un petit peu, on dira il y a une période dite proto-palatiale, une période où un palais existe, c'est le premier palais. Cette période s'achève donc vers 1700 avant Jésus-Christ, par la destruction du palais. Et puis ensuite, il y a une autre période, période néo-palatiale, où il y a un autre palais, un second palais par conséquent, qui s'établit au milieu du deuxième millénaire et qui s'achève par la destruction de ce palais au milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y a une période post-palatiale, après le palais, sur le continent. C'est cette époque, cet étage, cette période que les spécialistes appellent période mycénienne, mais en Crète, les archéologues évitent d'employer le mot mycénien, Mycène se trouve sur le continent, et préfèrent parler de période post-palatiale. Donc voilà, très sommairement, la chronologie minoenne, et si l'on essaye de comparer cette chronologie à d'autres chronologies que l'on peut connaître, eh bien, on voit apparaître quelques références, par exemple en Mésopotamie, ici, la période de Sargon, Sargon le Grand, vous voyez, très ancienne, qui correspond à la période qui précède les premiers palais, pré-palatial. Le règne de Hammurabi, donc à Babylone, qui correspond en gros à la période proto-palatiale. Le règne d'Hatshepsut, la femme pharaon, qui correspond en gros à la période néo-palatiale, et le règne de Toutankhamon, qu'on ne présente plus, qui correspond à peu près à la fin de la période post-palatiale. Alors on est amené parfois à rapprocher la chronologie minoenne de certains événements naturels, certains événements, certaines éruptions volcaniques, notamment l'éruption du volcan de l'île de Santorin. Alors, c'est une éruption qui s'est produite, il y a eu plusieurs éruptions à Santorin, évidemment, mais celle dont on nous parle, qui nous intéresse, c'est cette éruption qu'on appelle minoenne. Les géologues l'ont daté dans un premier temps du milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, des études plus précises ont été faites et on a tendance à faire remonter l'éruption de Santorin à une période plus ancienne, le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, vers 1628, peut-être même vers 1640. Donc, vous voyez, période très très ancienne qui en tout cas ne correspond pas du tout à la date de destruction des premiers palais, ni à la date de destruction du second palais, ni à Knossos, ni ailleurs. Le phénomène naturel a sa propre logique, le phénomène humain, si l'on peut dire, n'est que partiellement lié au phénomène naturel. Il faut complètement oublier l'idée que les palais crétois ont été détruits par une vague géante provoquée par une éruption volcanique. Ça ne s'est pas produit. Il y a eu des vagues géantes, certainement, mais ça n'a pas suffi à détruire des palais qui sont situés au bord de la mer pour certains. Donc, Knossos n'est pas très loin de la mer. Le palais de Malia, par exemple, est carrément au bord de la mer, hein, et donc il n'a pas été détruit par une vague monstrueuse. Il a été détruit par des incendies, par des tremblements de terre, par différents phénomènes, mais pas celui-là. Alors, j'ai employé plusieurs fois le nom d'Arthur Evans, et donc il faut s'efforcer de présenter un peu mieux le personnage. Et c'est un personnage extrêmement intéressant qui, évidemment, euh, vit à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est un personnage qui a été qualifié par sa propre sœur de romantique cherchant à fuir le monde. Alors, un romantique cherchant à fuir le monde, mais qui est quand même un archéologue patenté,
qui est le fils d'un archéologue. Le père d'Arthur Evans était lui-même archéologue au milieu du 19e siècle. Arthur Evans a beaucoup voyagé dans la péninsule balkanique, il a été journaliste, il a beaucoup écrit sur les événements qui affectent la péninsule balkanique et la Grèce donc, dans les années 1880. Il a été aussi, donc, en tant qu'archéologue, il a été le directeur de l'Ashmolean Museum d'Oxford. Donc c'est quelqu'un tout à fait respectable, tout à fait compétent, tout à fait éminent, mais, comme le dit sa sœur, un romantique qui cherche à fuir le monde en faisant de l'archéologie et qui va donc se consacrer aux fouilles de Knossos dans cet état d'esprit, dans cet esprit-là, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais découvrir. D'autre part, pour comprendre aussi l'action de Evans, il faut se souvenir de l'héritage d'un archéologue allemand un petit peu plus ancien, de la génération précédente, qui est Heinrich Schliemann. Schliemann, c'est le fouilleur, l'archéologue qui a fouillé à Troyes et qui a fouillé surtout à Mycène. Et à Mycène, Heinrich Schliemann a découvert les tombes des rois de Mycène, et notamment la tombe qu'on appelle tombe d'Agamemnon, avec ce masque d'or, plusieurs masques d'or, mais celui-là en particulier, découvert donc dans les années 1870 et conservé aujourd'hui au Musée archéologique national d'Athènes. Donc Arthur Evans ressent en quelque sorte l'ombre de Schliemann. Schliemann qui n'a pas pu fouiller à Knossos, il aurait bien voulu, mais les circonstances, Schliemann est mort en 1890, hein, les circonstances ne permettaient pas d'ouvrir un chantier de fouilles à ce moment-là. Et Evans, donc, cherche à faire aussi bien, et même peut-être mieux, que Schliemann. Schliemann a ressuscité la civilisation mycénienne et Evans va chercher à comprendre ce qu'il trouve à Knossos et il va montrer, il va s'habituer à l'idée, il va s'établir sur l'idée que ce qui est trouvé à Knossos est plus ancien que ce qui est trouvé à Mycène. En effet, la chronologie permet de dire cela, que donc c'est un autre monde, c'est une autre civilisation, plus ancienne et meilleure. Arthur Evans est l'inventeur de la civilisation minoenne. Inventeur au sens archéologique, c'est-à-dire qu'il fouille le palais de Knossos, mais inventeur au sens, on pourrait dire, conceptuel. Il remarque que les palais, le palais de Knossos et les autres palais minoens, les palais ne sont pas fortifiés, contrairement aux palais mycéniens, qui sont des forteresses. Mycène et Tyrinthe encore mieux. Donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que la civilisation minoenne est une civilisation pacifique, alors que la civilisation mycénienne est une civilisation belliqueuse, guerrière, et que donc tout oppose les travaux et les découvertes de Schliemann, les travaux et les découvertes d'Arthur Evans. Tout oppose ce que trouvent et découvrent les archéologues britanniques à Knossos de ce qu'avait découvert et trouvé l'archéologue allemand à Mycène et à Troyes. Et Evans va aller plus loin. Non seulement il invente au sens archéologique, il découvre le palais de Knossos, non seulement il fouille le palais de Knossos, mais il va aussi reconstruire le palais de Knossos. Les fouilles archéologiques, lorsqu'elles mettent en évidence les fondations d'un palais, ne permettent pas de donner au grand public notamment une idée précise des volumes. Et donc, on peut restituer les volumes par le dessin, par exemple, ça c'est assez courant. Mais on peut aussi restituer les volumes par la reconstruction. La reconstruction, c'est ce à quoi s'emploie Arthur Evans, avec, comme vous voyez sur la photographie, plusieurs niveaux qui ont été établis, avec des colonnes, avec des murs, avec des portes, le tout, on voit bien ici, le tout en béton armé. Il reconstruit et parfois il prend des libertés assez grandes avec la réalité. Voilà par exemple la photographie montrant l'état de la salle du trône au début des fouilles, donc les fouilles commencent en 1900, et voilà ce qu'est la salle du trône que Arthur Evans découvre avec ici le trône en albâtre. Et voilà ce que Arthur Evans en fait, donc à partir des années 30, lorsque le site est ouvert à la visite, eh bien on a reconstruit la salle du trône. On a établi le trône, les banquettes sur les murs, bon, c'est ce qu'on voit très bien. On a construit des colonnes, alors peut-être qu'il y avait des bases de colonnes possibles,
Les colonnes devaient être en bois, elles sont en béton. Et puis, on a peint des fresques sur les murs. Y a-t-il des fresques sur les murs? Alors parfois, si ces fresques ont existé, parfois elles ont pu tomber avec le mur lui-même et les archéologues peuvent trouver des fragments qu'ils peuvent s'efforcer de reconstituer. Mais il est possible aussi que rien ne se soit conservé et en tout cas ici, on a affaire au moins autant à une fresque du XXe siècle qu'à une fresque du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Alors voilà un fragment de fresque justement qui a été découvert à Knossos, qui date de l'époque néopalatiale, probablement la fin de l'époque néopalatiale, donc l'époque que les spécialistes situent autour du 15e, 14e siècle avant Jésus-Christ. Cette fresque, ce morceau de fresque, c'est Arthur Evans lui-même qui l'a appelé la Parisienne, parce qu'il a trouvé que cette jeune personne avait un chic parisien. Et à l'endroit où ce fragment de 25 centimètres de haut a été découvert, eh bien d'autres fragments comparables ont été découverts aussi, ce qui permet de reconstituer, non pas une fresque complètement, mais de restituer quelque chose qui peut ressembler à la fresque qui avait existé. Ici, on n'a pas pris de liberté très grande pour imaginer que, puisqu'il y a une jeune femme ici, eh bien, il ait pu y en avoir une autre là ou une ici. Disons que c'est plausible, hein, cette reconstitution est plausible. Là où parfois on est allé un petit peu loin, c'est avec le prince Aulis, dont nous avons vu la copie installée dans un couloir construit par Arthur Evans. Voilà comment apparaît ce prince Aulis dans le musée d'Héraclion. C'est une fresque en relief, hein. On a une sorte de moulage qui a été établi, et puis la peinture a été déposée par-dessus. Et donc, lorsqu'on lit les carnets de fouilles d'Arthur Evans et de Duncan Mackenzie, qui était son adjoint, carnets qui ont été soigneusement tenus, qui sont soigneusement conservés à Oxford aujourd'hui, eh bien, on voit que les fragments de cette fresque ont été trouvés à des moments différents, dans des lieux différents et à des profondeurs différentes dans la fouille. Ce sont donc des fragments qui sont tout à fait séparés, tout à fait autonomes. Lorsque Evans découvre ce fragment-là, il estime qu'il est en présence d'un torse de boxeur et que le bras qui est ici, c'est le bras d'un boxeur. Et pourtant, lorsque, en 1926, le peintre Émile Gilliéron lui propose ce projet de reconstitution, où l'on voit qu'il n'y a plus de boxeur, mais un prince, n'est-ce pas? Eh bien, Evans approuve cette reconstitution. Là, on peut considérer que ce n'est pas une fresque antique, mais que c'est une fresque du XXe siècle, que c'est une création d'Émile Gilliéron, beaucoup plus qu'une création des artistes de l'Antiquité. Et on peut en dire autant, évidemment, des reconstructions du palais de Knossos. Au fond, c'est la critique principale qui a été adressée à Evans. Au fond, ce qu'il a fait, c'est au moins autant de l'art déco crétois du XXe siècle que de la restitution d'architectures antiques. L'ennui, c'est que ces reconstitutions ayant été faites et construites en béton, le site lui-même a été en quelque sorte transformé, on pourrait presque dire détruit par ces reconstructions. La réflexion sur les travaux d'Evans, ces travaux ont impressionné dans un premier temps, ensuite ces travaux ont été très critiqués, la réflexion sur les travaux d'Evans a mené à la conclusion que on ne pouvait pas se comporter de la sorte sur un chantier archéologique, mais qu'il fallait adopter, utiliser les moyens de l'Antiquité, les matériaux en particulier de l'Antiquité, donc pas de béton, et qu'il fallait, si l'on relève une colonne par exemple, il fallait que le travail soit réversible, hein, que l'on puisse défaire ce que l'on a fait pour éviter de pérenniser des erreurs. Il est clair qu'à Knossos, rien n'est réversible. Alors, voilà donc une présentation du palais de Knossos et je vais passer maintenant à une réflexion sur le mythe du labyrinthe en restant sur l'idée d'Arthur Evans. Ce qu'il découvre, ce n'est pas un site archéologique à identifier. Ce qu'il découvre dans son esprit, c'est un lieu très enchevêtré, c'est un palais dont le plan est très compliqué,
c'est un dédale, c'est un labyrinthe, c'est donc le palais du roi Minos. Et puisque c'est le palais du roi Minos, alors il faut le reconstituer comme un palais, effectivement, avec des allures grandioses, des façades, des salles tout à fait grandioses. Comprenez que les vestiges archéologiques, ça peut être la racine du mur, ce n'est absolument pas les étages, évidemment. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire du palais de Knossos sous l'angle du labyrinthe? Qu'est-ce que c'est que le labyrinthe? Il y a d'abord un thème mythologique. Le labyrinthe, c'est une notion mythologique, c'est le roi Minos et le labyrinthe. Alors, si l'on évoque les grandes lignes du mythe, bon, il faut remonter à l'enlèvement de la princesse tyrienne Europe par Zeus, métamorphosé en taureau. Le taureau divin traverse la Méditerranée avec Europe sur son dos et arrive jusqu'en Crète. Et là, le dieu reprend sa forme humaine et s'unit à Europe pour engendrer un certain nombre de fils, parmi lesquels il y a Minos. Donc Minos, fils de Zeus et de Europe. Ensuite, deuxième époque dans le mythe de Minos, ce sont les noces de Minos et de Pasiphae. Et puis, c'est surtout, troisième époque, le don fait par Poséidon, Poséidon qui est le frère de Zeus, don fait à Minos par Poséidon d'un taureau blanc à sacrifier à Zeus. Et ce taureau blanc, lorsque Pasiphae, la femme de Minos, lorsque donc Pasiphae voit ce taureau blanc, elle tombe, nous sommes dans un mythe, elle tombe amoureuse de ce taureau, et donc elle demande à l'architecte de Minos, Dédale, qu'on voit ici, elle lui demande de fabriquer une installation qui lui permette de s'unir au taureau, donc une vache en bois dans laquelle elle pourra prendre place, de manière à s'unir à ce fameux taureau blanc donné par Poséidon à Minos, et qui de ce fait n'est pas sacrifié. De cette union naît un être étrange, un être monstrueux qui est le Minotaure, un être à corps d'homme et à tête de taureau, le Minotaure qu'il va falloir cacher, parce qu'il est issu, ce Minotaure, évidemment, de la rencontre entre le taureau et Pasiphae. Tout ça, c'est extrêmement mal vu de Minos et de son entourage. Donc, il faut cacher cet être étrange qu'est le Minotaure. Et donc, Minos demande à Dédale de construire un bâtiment dans lequel on pourra cacher le Minotaure. Pas forcément un bâtiment dans lequel on se perdra, mais un bâtiment dans lequel on pourra cacher le Minotaure, et un bâtiment d'où le Minotaure ne sortira pas vraiment. Quatrième ou cinquième étape dans le mythe, des compétitions sportives qui ont lieu à Athènes, quelque temps plus tard, où l'on voit l'un des fils de Minos être tué dans une rixe à Athènes. Donc Minos exige des Athéniens, en guise de punition, en guise de compensation, il exige la livraison régulière d'un tribut qui prend la forme de jeunes hommes et de jeunes femmes qui partiront pour la Crète afin d'être livrés au Minotaure. Le Minotaure, donc, qui reçoit ce tribut dans le bâtiment où il a été abrité, et les Athéniens et les Athéniennes qui entrent dans ce bâtiment n'en ressortent plus. On peut estimer qu'il leur est arrivé des malheurs. Jusqu'au jour où le fils du roi d'Athènes, donc Thésée, fils du roi Égée, Thésée décide que l'affaire a suffisamment duré, et donc il part pour la Crète avec les tribut annuel versé à Minos et au Minotaure. Il part pour la Crète bien décidé à tuer le Minotaure. C'est ce qu'il fait. Il entre dans le labyrinthe, il entre dans le bâtiment, et il finit par tuer donc le Minotaure. On le voit ici sur un vase attique. On voit Thésée tirant le Minotaure hors du labyrinthe. Pour réussir à rencontrer le Minotaure, Thésée s'est assuré le concours d'Ariane, Ariane, fille de Minos et de Pasiphae, Ariane qui remet à Thésée une pelote de laine magique que lui a donnée Dédale, pelote de laine qui, lorsqu'on la déroule dans le labyrinthe, eh bien, permet premièrement d'aller jusqu'au centre du labyrinthe, là où il y a le Minotaure, et deuxièmement de ressortir en suivant le fil, donc ressortir à l'air libre, éventuellement en tirant le Minotaure derrière soi, mais voilà donc la fin de l'histoire du Minotaure. Après quoi,
évidemment, Thésée rentre à Athènes, après quoi aussi Minos, furieux devant la trahison de son architecte Dédale, Dédale qui a fabriqué la vache en bois, Dédale qui a fabriqué le bâtiment dont le Minotaure ne devait pas sortir et pourtant il en est sorti, Dédale qui a donné à Ariane la pelote de fil qui a permis à Thésée de tuer le Minotaure. Bref, Minos est furieux devant la trahison de Dédale. Il poursuit Dédale qui a réussi, qui ne lui échappe pas. Il le capture, il l'incarcère, si l'on peut dire, dans le labyrinthe. Dédale s'échappe du labyrinthe, qui n'a donc pas de toit, en fabriquant des ailes qui lui permettent de sortir du labyrinthe. Et Minos poursuit de sa vindicte Dédale jusqu'en Sicile. Alors, on ne sait pas trop ce que devient Dédale, mais en tout cas, en Sicile, Minos meurt, à la guerre, en somme, et il termine sa carrière en juge des enfers. Alors, voilà le mythe. Ce mythe antique, qui a été durable. Il a par exemple été utilisé dans l'Antiquité, ici on a une monnaie du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité, la ville de Knossos, le palais minoen n'existe plus depuis longtemps, mais il y a une ville, la ville de Knossos, utilise le dessin du labyrinthe comme emblème sur ses monnaies. Le mythe du labyrinthe et de Minos, qu'est-ce qu'il peut bien, quelle place peut-il bien occuper dans les sources écrites? Là, nous avons évoqué des images, nous avons évoqué des récits mythologiques, mais dans les sources écrites. Alors, pour le cas de Minos, c'est très difficile à dire, mais dans le cas du labyrinthe, il faut bien voir ce que c'est que ce mot. Donc, il est ici écrit en caractère grec et là transcrit en caractère latin. Le mot labyrinthe est formé de deux mots grecs, en fait. Le mot labrus, qui signifie hache, une forme de hache, une hache à double tranchant. Et d'autre part, il y a le suffixe intos qui désigne un lieu, un endroit, une maison. Pas une maison au sens de foyer, mais un lieu. Donc, le labyrinthe, c'est le lieu à la double hache, la maison à la double hache. Eh bien, où voit-on donc le labyrinthe dans les sources écrites? Si on se place à l'époque minoenne en Crète, donc au deuxième millénaire, époque des palais minoens, première période des palais, proto-palatiale, deuxième période des palais, néo-palatiale. À cette époque, donc, il y a des textes écrits, il y a des documents écrits en Crète. Arthur Evans a repéré plusieurs types d'écriture qu'il a nommés hiéroglyphes crétois, linéaire A et linéaire B. Alors vous avez ici un tableau qui présente les écritures utilisées donc à l'époque proto-palatiale et néo-palatiale, à l'époque minoenne, les hiéroglyphes crétois qui sont donc installés ici dans la première colonne, et les signes linéaires A qui sont disposés dans la deuxième colonne. On voit que le troisième hiéroglyphe crétois est en forme de double H. Double H, donc le labrus, c'est-à-dire qu'il y a une très grande ancienneté de la notion de double H, puisqu'elle apparaît dans les hiéroglyphes crétois qu'on ne comprend pas. On ne sait pas quelle signification exacte ont ces signes, mais enfin, ils sont très anciens. Pour ce qui concerne les signes linéaires A, ce que l'on en sait, c'est qu'ils transcrivent des syllabes probablement, mais on n'a pas réussi à comprendre le fonctionnement de l'écriture linéaire A. Donc on ne sait pas s'il y a quelque chose dans ces textes, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs de ces textes en linéaire A, mais il y en a quelques-uns, on ne sait pas si ces textes contiennent ou pas une allusion au labyrinthe, à la hache ou à Minos. Et puis à l'époque qui suit, l'époque post-palatiale, l'époque mycénienne sur le continent, là, les choses changent un petit peu. D'abord, il y a des tablettes qui nous ont transmis le dessin du labyrinthe. Il y a la monnaie de Knossos au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais là, on est, vous voyez, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, 1000 ans plus tôt, et le dessin du labyrinthe est déjà là. Et puis, il y a des tablettes inscrites. Alors, l'écriture qui est utilisée à cette époque, Arthur Evans l'a appelée linéaire B, et cette écriture linéaire B a été déchiffrée par Michael Ventris, donc dans les années 50 du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a réussi à à comprendre le système d'écriture et à constater que ce système d'écriture linéaire B transcrivait une forme très ancienne de grec. Vous avez ici un mot qui est transcrit ici en caractère latin, da puritojo. Alors on ne sait pas trop comment on prononçait, mais enfin, cela c'est
la forme archaïque du mot labyrinthe. Et ici, Potinia, ça c'est un mot dont on sait qu'il signifie la maîtresse, la déesse, la dame, avec un D majuscule. Donc on peut transcrire, certes, mais on peut aussi traduire. On peut traduire quand on voit, par exemple, ici un mot « mairie ». Mairie, c'est dans le grec mycénien, mais dans le grec classique, mais aussi dans le grec moderne d'aujourd'hui, c'est le mot qui signifie le miel. Donc, on peut transcrire et traduire cette inscription où l'on voit que l'on va donner un vase de miel à tous les dieux et l'on va donner excusez-moi, on va donner un vase de miel à la maîtresse, à la dame du labyrinthe, à la déesse du labyrinthe. Donc, le mot labyrinthe, clairement, ce mot labyrinthe nous est transmis depuis le 2e millénaire, depuis une période très ancienne. C'est le labyrinthe avec la forme donnée par le dessin qu'on a ici. Voilà, le labyrinthe a une ancienneté tout à fait grande. Minos, non, mais le labyrinthe, oui. Alors pour les textes écrits plus récemment, c'est-à-dire au 1er millénaire, les textes classiques ou même les textes romains au fond, quelle place pour le labyrinthe? Là, c'est plutôt pour Minos qui a une place, mais aussi pour le labyrinthe. Chez Hérodote, par exemple, Hérodote qui vit donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui écrit des récits, qui voyage dans le monde, il voyage notamment en Égypte, eh bien Hérodote décrit ce qu'il appelle le labyrinthe, et il présente le labyrinthe comme une construction réalisée en Égypte, une construction extrêmement vaste, puisqu'il explique qu'elle a, cette construction, 3000 pièces, une construction donc très complexe, en tout cas une construction égyptienne et pas crétoise. Cette description du labyrinthe par Hérodote est reprise plus tard par l'auteur romain Pline l'Ancien, qui constate que, certes, il y a le labyrinthe d'Hérodote en Égypte, mais il y a aussi peut-être le labyrinthe de Minos en Crète. Hérodote ne parle pas du labyrinthe de Minos, Pline l'Ancien parle du labyrinthe de Minos, donc Athnosos. Et puis, il croit savoir qu'il y a des labyrinthes ailleurs, en particulier en Italie. Dans ces textes de Pline et d'Hérodote, le nom de Minos n'apparaît pas. La référence à Minos, on la voit dans d'autres textes, par exemple chez Ovide, au 8e livre des Métamorphoses. C'est Ovide qui nous donne en fait tout le récit que je vous ai résumé tout à l'heure, c'est-à-dire Minos et Pasiphae, Dédale et la vache, le Minotaure, Thésée et le Minotaure, bref, tout cela est très bien attesté dans la littérature du 1er millénaire avant Jésus-Christ, la littérature grecque et la littérature romaine. Et donc, Labyrinthe et Minos sont ainsi convoqués. Et puis, si on laisse passer un petit peu le temps, alors on trouvera, là on est au 6e siècle, c'est à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, on trouvera sous la plume d'un auteur comme, alors c'est son nom en latin, Isidorus Hispalensis, c'est Isidore de Séville, Isidore, évêque de Séville. Eh bien, Isidore de Séville écrit un ouvrage qui a eu une importance considérable au début du Moyen-Âge, les étymologies. Les étymologies, c'est les étymologies donc des mots par lesquels Isidore de Séville résume tout le savoir de l'Antiquité, au fond. Et donc, chez Isidore de Séville, on comprend ce qu'est le labyrinthe. C'est un édifice, c'est un bâtiment rond. C'est un bâtiment à l'intérieur duquel est détenu le Minotaure. Le Minotaure, sous la plume d'Isidore de Séville, c'est un être à corps de taureau et à buste d'homme, alors qu'ici on voit pour la tradition antique que le Minotaure a un corps d'homme et une tête de taureau, donc une inversion des proportions si on veut. Et donc on voit que le thème du labyrinthe évolue au fil du temps. On abandonne assez vite le caractère géométrique du labyrinthe pour passer au caractère circulaire. Et puis donc, il y a ce personnage qui est le Minotaure qui est détenu à l'intérieur du labyrinthe. Alors par la suite, qu'est-ce qu'il reste du mythe? Eh bien, le labyrinthe trouve un abri, si l'on peut dire, dans les édifices religieux, dans les églises, dans les cathédrales, sur les murs des églises, mais surtout sur le pavement des cathédrales, notamment en France, pas seulement, mais notamment en France. Et par exemple, voilà le dessin du labyrinthe de la cathédrale de Chartres.
C'est l'un des plus anciens, il remonte au début du XIIIe siècle. On voit qu'il est circulaire, hein, contrairement à ce que l'on pouvait penser dans l'Antiquité. À l'intérieur du labyrinthe, aujourd'hui, il n'y a rien, mais il y a des textes précis qui nous expliquent que jusqu'au début du XVIIe siècle, il y a à l'intérieur du labyrinthe de Chartres, sur le sol, donc une plaque de cuivre incrustée et montrant un minotaure précisément, et le combat de Thésée contre le minotaure. Alors métaphoriquement, c'est le combat du Christ contre le mal, évidemment. On est dans une cathédrale chrétienne quand même. Mais cette plaque a été retirée visiblement au XVIIe siècle, elle était peut-être trop païenne pour un édifice religieux. La cathédrale de Chartres, dans la cathédrale de Reims ou la cathédrale d'Amiens, des labyrinthes ont existé, ils ont été détruits au XVIIIe siècle, celui d'Amiens a été reconstitué à la fin du XIXe siècle, et là on a affaire à des labyrinthes différents. Ce sont des labyrinthes dans lesquels on peut disposer plusieurs figures. Et les figures qui sont citées, si l'on peut dire, dans le labyrinthe à Reims et à Amiens, ce sont les figures des architectes. En somme, dans le labyrinthe, à la mode de Reims ou à la mode d'Amiens, c'est plutôt Dédale que le Minotaure qui est installé. Et puis, il y a une troisième forme de labyrinthe, c'est le labyrinthe qu'on connaît à Saint-Omer, c'est l'un des plus intéressants. En fait, initialement, c'est le labyrinthe de l'église abbatiale de Saint-Bertin qui a été reproduit dans la cathédrale au début du XVIIIe siècle. Et donc, c'est un labyrinthe beaucoup plus géométrique avec évidemment une insistance mise sur la véritable signification, on pourrait dire presque liturgique du labyrinthe, c'est-à-dire la métaphore du parcours des difficultés, de la passion du Christ qui culmine évidemment avec la crucifixion et avec la résurrection. Et donc tous les fidèles sont invités à suivre ce chemin évidemment pour gagner le salut. Donc il y a eu une transformation complète du mythe du labyrinthe dans le vocabulaire chrétien. Et puis aujourd'hui, le labyrinthe s'est laïcisé, si l'on peut dire, et il est devenu l'emblème des monuments historiques, mais comme vous voyez, c'est le labyrinthe à la mode de Reims, c'est-à-dire le labyrinthe faisant l'éloge des architectes, faisant l'éloge de Dédale, et pas le labyrinthe du Minotaure. Alors, le labyrinthe et le palais de Knossos, comme on voit, n'ont pas forcément de lien. Le mot labyrinthe est tout à fait attesté, même par écrit, à l'époque où le palais de Knossos existe. Mais par la suite, évidemment, les choses évoluent beaucoup. Et donc, on peut se demander aujourd'hui ce que c'est finalement qu'un palais crétois. Qu'est-ce que c'est exactement que le palais de Knossos, une fois qu'on se souvient de cette évolution du thème du labyrinthe. Alors d'abord, il faut se souvenir aussi du poids des mots. Puisque l'on parle de palais, alors tout de suite, avec ce mot palais viennent des notions comme roi, comme déesse, comme salle du trône, comme mégaronne de la reine, toutes ces notions qui ont été utilisées par Arthur Evans. Evans ne découvre pas un site archéologique qu'il fouille et qu'ensuite il interprète. Evans constate, quand il est à Knossos, qu'il est dans le palais du roi Minos, qu'il est dans le labyrinthe. Et donc, forcément, il y a des appartements royaux, bien sûr, il y a des salles de cérémonie, évidemment, il y a une salle du trône, puisqu'il y a un roi. Là, il y a évidemment ce que les psychologues appelleraient aujourd'hui un biais cognitif, c'est-à-dire on est tellement obnubilé par le souvenir de la mythologie classique qu'on ne comprend pas ce qu'on voit, mais on ne cherche pas à interpréter ce qu'on trouve, mais on cherche à retrouver ce dont on se souvient. Alors, laissons donc Arthur Evans et essayons de comprendre ce que peut bien être qu'un palais crétois pour les archéologues ou les historiens. Et là, je voudrais évoquer les travaux de Karl Polanyi. Polanyi était on pourrait dire un anthropologue de l'économie d'origine hongroise et qui a réalisé des travaux qui ont beaucoup influencé les économistes, mais les historiens aussi. Et Polanyi distingue dans les rapports dans l'organisation des États, disons, il distingue trois conceptions possibles, trois formes possibles d'organisation. Une organisation qu'on pourrait qualifier de marchande, qui culmine par exemple dans la forme capitaliste de l'organisation, le marché, l'échange en somme, mais l'échange marchand. Une deuxième organisation qui serait fondée sur le principe du don et du contre-don, donc l'échange des biens, mais sur la base de l'échange réciproque. Et puis une troisième organisation qui consiste en fait à constater l'existence d'une institution qui prélève
marchandises, qui stockent des marchandises et qui redistribuent des marchandises. La comparaison a été faite, une sorte de sécurité sociale des temps anciens. Donc des prélèvements, la nécessité de stocker ce qui a été prélevé, puis ensuite la redistribution des marchandises, des produits alimentaires qui ont été ainsi stockés. Alors, si on se souvient de ces conceptions théoriques de Karl Polanyi, alors on peut dire, ben voilà, le palais de Knossos, c'est ça. C'est l'incarnation de ce thème abstrait que Polanyi évoque, crée, imagine au milieu du XXe siècle. C'est une conception possible. Évidemment, on n'a pas de texte expliquant comment fonctionne le palais de Knossos au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il y a des vestiges archéologiques et rien de plus. Les textes que l'on a, vous avez vu les tablettes, la tablette de Knossos en linéaire B, pour tous les dieux, un vase de miel, pour la dame du labyrinthe, un vase de miel. On ne va pas très loin avec ce genre de documents, comptables essentiellement, on ne va pas très loin pour comprendre le fonctionnement d'une société. À cette conception anthropologique de Polanyi, on a opposé une autre conception, c'est la conception de Marx, évidemment, c'est-à-dire les classes, la lutte des classes. Il y a la classe de ceux qui détiennent les moyens de production et la classe de ceux qui ne détiennent pas les moyens de production. Et donc, lutte de classe, là, se transforme de temps en temps en guerre de classe, en révolution de palais, en incendie des palais, en destruction des palais. Après tout, les premiers palais ont été détruits peut-être par des révolutions sociales de ce genre ou par des tremblements de terre, donc vers 1700 avant Jésus-Christ, et les seconds palais ont été détruits vers 1450 avant Jésus-Christ de la même façon. Je dis les palais parce qu'il y a le palais de Knossos, mais aussi le palais de Phaistos, le palais de Malia et quelques palais secondaires en Crète. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un palais crétois? Eh bien, vous voyez, il y a deux façons d'envisager les choses. Donc, peut-être que le palais crétois est autre chose que ça, tout compte fait. Peut-être qu'il faut envisager autrement le fonctionnement du palais de Knossos pour comprendre, pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. Et constater, par exemple, qu'il y a des points communs entre les principaux palais crétois, donc les trois principaux, Knossos, Malia et Phaistos, et puis des palais secondaires, Zakros, Gournia, Pétras, par exemple. Il y avait bien un palais à Lacanée et Kydonia ici, mais les fouilles n'ont pas pu avoir lieu puisque la ville est construite par-dessus, donc c'est assez difficile évidemment de fouiller complètement lorsque il faudrait démolir une ville pour cela. Donc, point commun à ces palais crétois, ces palais minoens, il y a une cour centrale, il y a un espace central autour de laquelle sont disposés les bâtiments. Arthur Rivals a parlé de palais, mais si on considère la place centrale et les bâtiments autour, on pourrait parler de ville plutôt que de palais, ou de village, si on veut, plutôt que de palais. S'il n'y a plus de palais mais un village, alors il n'y a plus besoin de roi. Donc, une place centrale, les bâtiments organisés autour, cela se voit bien à Knossos, cela se voit à Malia, cela se voit à Phaistos. Alors, il faut imaginer ici que toute cette portion du site s'est effondrée suite à un glissement de terrain. Donc, il y avait vraisemblablement des bâtiments encadrant la place à Phaistos autrefois. Il y a un point commun, donc, entre les palais minoens. Ils se ressemblent. En revanche, si on prend les palais mycéniens, comme par exemple Tyrinthe, comme par exemple Mycène ou Pylos, alors on voit qu'on ne trouve plus la cour centrale. Ce que l'on trouve, au contraire, c'est une salle centrale, ou pas centrale, mais enfin une salle importante en tout cas. Il faut tenir compte du relief à Mycène. À Pylos, on voit bien la salle centrale ici. À Tyrinthe, on voit également la salle centrale. La salle avec des piliers, 4 piliers, salle que l'on appelle le Mégaron. C'est la salle royale, le Mégaron, où siège le roi. Là, pour le coup, pour les palais mycéniens, il y a des textes qui évoquent le roi. La comptabilité qui permet de montrer qu'on donne un vase de miel à la dame du labyrinthe, cette comptabilité, elle permet aussi de recenser les moutons ou les chariots qui appartiennent au roi. Le nom roi est indiqué dans ces tablettes mycéniennes. Ce n'est pas le terme grec basilos qui sera utilisé plus tard, c'est un terme plus ancien, c'est le terme wanaka qui est utilisé, c'est le terme en grec homérique, anax. Donc, tout sépare les palais mycéniens des palais minoens, et ces palais minoens, Knossos par exemple, eh bien, on peut les comparer en fait
aux palais orientaux, à ceux que l'on a découverts au Proche-Orient. Je prendrai l'exemple du palais de Mari, mais ça pourrait être le palais d'Ougarit, le palais de Ras Shamra. Enfin, il y a plusieurs exemples de palais orientaux, ou même mésopotamiens, qui ont été fouillés par les archéologues à la fin du 19e et au 20e siècle. Le palais de Mari se situe dans la haute vallée de l'Euphrate, à la frontière entre la Syrie et l'Irak, et il est fouillé par des archéologues français depuis le début du XXe siècle. Et donc, ce palais de Mari, c'est toute une ville, c'est un palais à l'intérieur de la ville. La taille de ce palais, avec ses différents satellites, c'est environ 2 hectares, Knossos 1,5 hectare. Mycène, la moitié d'un hectare, donc vous voyez, il y a une différence de taille aussi. Et à Mari, on voit bien une cour centrale, des bâtiments autour. Donc, les palais minoens, crétois, Knossos, ressemblent plus aux palais orientaux qui ne ressemblent aux palais mycéniens. Et on est obligé de s'arrêter là parce que il n'y a pas de texte. Pour les palais orientaux, il y a des textes. Il y a des tablettes rédigées dans de nombreuses écritures et de nombreuses langues, des tablettes qui ont été lues. Donc, on connaît le fonctionnement de ces palais orientaux. Peut-être que l'on peut comparer les palais minoens, les palais crétois, aux palais orientaux et les distinguer des palais mycéniens. Et donc, l'historien est obligé de s'arrêter là parce qu'il manque de texte. Les archéologues, eux, peuvent continuer puisque archéologues et historiens ont ceci de commun qu'ils s'intéressent aux sociétés du passé, mais les archéologues s'intéressent aux vestiges matériels des sociétés du passé et les historiens utilisent les textes écrits par les sociétés du passé. Il y a donc une limite infranchissable pour eux. Quand même, une conclusion sur Arthur Evans. J'ai pu donner l'impression qu'il était critiquable. Alors oui, il est critiquable par ses préjugés, par ses a priori. Retrouver le palais du roi Minos. Il est critiquable, mais en même temps, il a quand même fouillé le site de Knossos très rapidement. Il a publié le résultat de ses fouilles. Il s'est efforcé de protéger le site, exposé aux intempéries, il aurait sans doute disparu rapidement. Et il a commis certes des erreurs, mais on peut apprendre des erreurs que l'on commet, et toute la méthode qui est employée aujourd'hui pour restituer les édifices anciens, ce qu'on appelle l'anastylose. L'anastylose, c'est un mot grec qui veut dire qu'on va relever les colonnes. Toute cette méthode a été élaborée à partir des expériences faites par Ivan Knossos, contre ces expériences, si on veut. Enfin, à partir d'elles, Arthur Evans a donc fait école, si l'on peut dire, et les élèves se sont séparés des travaux du maître, mais ces travaux du maître ont permis aux élèves de devenir des élèves, effectivement. Aujourd'hui, dans le cas d'une anastylose, d'abord, on constitue un dossier extrêmement complet pour être sûr de ne pas se tromper, et puis ensuite, on emploie les matériaux d'époque et pas le béton, et puis tout doit être réversible. Et il faut que le visiteur puisse voir ce qui a été ajouté et ce qui n'a pas été ajouté. Il faut que rien ne soit caché. Et donc, nous en restons sur cette conclusion à propos de Knossos et à propos d'Arthur Evans. Arthur Evans a non seulement été l'inventeur de Knossos, au sens où il a fouillé le site, il l'a découvert, il l'a identifié, mais il a été aussi, d'une certaine façon, le créateur, le constructeur de Knossos, du Knossos que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous considérons que ce qui a été fait constitue une erreur, mais ce genre d'erreur, une fois qu'on les a clairement mises en lumière, elle donne la possibilité à d'autres chercheurs d'émettre de nouvelles hypothèses, d'élaborer de nouvelles problématiques, et en ce sens, Arthur Evans a été aussi un précurseur.